Michel Platini, bonjour. Bonjour Darius. Merci de nous accueillir pour cet entretien. À un moment décisif, vous avez été acquitté dans l'affaire de la FIFA après 7 ans de rebondissement. Alors, c'est une étape nouvelle qui commence. Je vous demanderai ce que vous allez faire, mais d'abord ce que vous avez fait depuis l'annonce de la décision. Comment c'était? Je souffle, je récupère et puis je- j'essaye de voir quelles sont les étapes successives. Parce qu'une chose c'est de gagner, mais essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça et comment faire pour que ça ne se repasse plus pour les gens dans le futur, les gens du football. 7 ans, c'est long. C'est long. C'était le but. Le moment où vous avez appris la décision de justice, le moment où on vous lit la décision, qu'est-ce que vous avez ressenti? Écoutez, moi, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que j'ai pas fait. Donc, ça n'a pas été une surprise pour moi. Mais je pense que, vu tous les mensonges, toutes les calomnies qu'il y a eu pendant de très nombreuses années, ça a été une surprise pour pas mal de gens. Je ne pense pas pour le grand public qui me connaît, qui sait comment je suis, mais pour certaines personnes qui étaient près du dossier ou qui m'aiment pas trop, ça a été une mauvaise surprise. Vous avez traversé 7 ans en clamant votre innocence, mais en prenant des coups. On vous a même suspendu pour un temps de toute activité de football. Pour vous, une légende du foot, ce que ça signifie, ce qu'on imagine. Quelle est la blessure? Ben, la blessure est profonde, d'autant que si on repart 7 ans en arrière, la personne qui demande à ce que je sois suspendu de toute activité dans le football pour toute ma vie, c'est quand même une avocate en droit immobilier qui a fait son enquête par visioconférence, qui a ensuite passé à la commission d'éthique, et ensuite je suis passé au TAS. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans toutes ces choses, qu'est-ce qu'il y a eu dans toutes ces institutions-là pour qu'ils ne reconnaissent pas mon innocence? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est pour ça que j'ai déposé une plainte à Paris et que je vais me porter partie civile en Suisse. Ça veut dire que vous allez mener une contre-attaque judiciaire maintenant. Ah oui, absolument, oui. Oui, oui. Qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ces 7 ans? Vous avez vécu un contraste incroyable. Quand on est Michel Platini et qu'on est en même temps accusé, Ben, ce qui est compliqué, c'est la médiatisation. C'est le procès médiatique. C'est que au départ, la FIFA a commencé à dire que j'avais falsifié les comptes, que j'étais corrompu et que j'ai blanchi de l'argent. Et c'est parti dans le monde entier, c'est parti, mais vraiment dans le monde entier. J'étais quand même la personnalité qui devait devenir président de la FIFA, donc ça intéressait tout le monde. Et ça c'est dur. Puis après vous allez regarder des gens, et puis vous comprenez pas, et puis vous en prenez plein la tronche de partout, tous les journaux dans le monde entier. Ça c'est compliqué. Et puis après vous avez la famille, vous avez les enfants, vous avez les petits enfants. Compliqué, c'est très compliqué quand vous êtes connu, c'est très compliqué. Après, les gens qui sont autour de moi savaient l'histoire, connaissaient l'histoire, et donc ils n'étaient pas très inquiets. Mais il n'y a pas que des gens qu'autour de moi qui sont des amis. Il y a aussi le nom, il y a aussi le nom dans le monde entier, et puis tous des gens qui croyaient en moi, des gens qui croyaient que j'étais sincère, que j'étais honnête, et que j'allais faire des choses pour le football. Il y en a beaucoup qui ont cru en moi, mais il y en a quelques-uns qui m'ont tué, ils vous ont tué, dites-vous. enfin qui m'ont fait du mal, Essayez de vous tuer en tout cas. essayé de me tuer. Non, ils m'ont tué parce que à l'arrivée, ça fait 7 ans, revenir c'est compliqué. Il y a une volonté de quoi? De justice, de revanche? Quel mot vous mettez là-dessus? Un peu, allez, un peu de revanche. Je voudrais savoir d'où c'est parti, qui a commencé tout ça, même si je pense que c'est l'histoire des 10 petits nègres, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes. Mais après, c'est pour ça que j'ai porté plainte et en France et en Suisse pour connaître la vérité. Mais aussi pour protéger ceux qui doivent venir dans l'avenir pour pas que ça se passe comme ça. Si on remonte la chronologie à le moment où vous avez voulu briguer la présidence de la FIFA, est-ce que ça c'est le moment clé? Est-ce qu'on a voulu Oui, simplement bien sûr, oui. vous Oui, empêcher oui. de ça? Oui, Pourquoi? oui, oui. Pourquoi? Bon, parce que ceux qui étaient en place ne voulaient pas que je vienne. Parce que je pense que la soupe est bonne pour ces gens-là, et puis ils n'ont pas souhaité qu'il y ait d'autres personnes qui viennent voir un peu tout ce qui se passe. Ceux qui, c'est qui exactement? Je sais pas, c'est pour ça que j'ai porté une plainte en France. Vous avez 67 ans, il y a Tino Rossi, la vie commence à 60 ans. Vous retrouvez une liberté? J'ai toujours eu parce que j'étais conscient de mes faits. Qu'est-ce qui reste à changer dans le football français? Vous êtes la gloire du football français. S'il fallait résumer ce qu'il y a à faire dans le football français, qu'est-ce que vous diriez? Je sais pas, je me suis un peu retiré de toutes ces choses-là.
Je me concentre simplement sur le jeu et les joueurs, sur le match de football. Je suis redevenu le gamin que j'étais, où le footballeur, les footballeurs, le match est plus important que toute la politique qui a tourné autour. D'ailleurs, j'ai plus de contact avec pratiquement plus personne dans ces instances. Et donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire et puis c'est pas mon problème. Vous avez été déçu par les gens pendant ces 7 ans? Oh, si j'avais 20 ans, je pourrais dire que je suis déçu par les gens. Mais après, vous savez, dans tous les mondes, il y a des gens qui vous aiment pas et puis qui veulent prendre votre place. Vous avez tout connu dans votre vie, vous avez connu des choses incroyables. On va rappeler quelques-uns de ces épisodes tout à l'heure là. Le type de gens qui vous ont déçus ou lâchés et le type de gens qui ont été fidèles. Comment est-ce que vous les Le définissez? type de gens qui ont été fidèles, c'est mes amis proches et les gens du football. Ceux qui m'ont lâché, ce sont tous les politiques du football. Les dirigeants du foot. Voilà. Vous aviez Là, ils ont pris ma place, ils ont eu à l'UEFA, à la FIFA, ils ont tous eu des augmentations. Donc, voilà, ils ont eu des avantages à ce que je sois plus là. Vous avez tenu des propos très nuancés sur l'héritage de la FIFA, de Sepp Blatter notamment, qui a été par moments votre ennemi, mais vous dites le business du foot n'a pas que du mauvais. Vous dites attention à une forme de... J'ai dit toujours que Sepp Blatter a été un très bon et un très grand président jusqu'au jour où il m'a dit qu'il voulait mourir à la FIFA. À partir de là, il a essayé de créer des problèmes avec tous ceux qui avaient l'intention un jour de le remplacer, et à partir de là, ça s'est mal passé. À quel moment est-ce qu'il y a eu trop d'argent? Parce que l'argent c'est utile dans ce monde-là, l'argent a beaucoup développé le foot, mais est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti où c'était trop? Le monde de la FIFA, le monde a changé à la FIFA en 1998, après la Coupe du Monde. Puisqu'avant, c'était les associations qui versaient de l'argent à la FIFA pour vivre, donc il y avait 40-50 employés. À partir de 98, c'est la FIFA, l'administration de la FIFA, donc les bureaucrates, qui donnaient de l'argent aux associations. Donc c'était les bureaucrates qui avaient pris le poids sur les politiques. Vous avez dit le ministre le plus important des sports, c'est celui du budget, parce que c'est là où c'est le nerf de la guerre. Alors c'est maintenant Gabriel Attal, Bruno Le Maire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en la matière si vraiment c'est si important aujourd'hui? Tout ministère a besoin d'argent. C'est vrai que le sport, notamment le sport amateur, le sport associatif, a besoin d'argent pour développer, pour aider les gamins à faire du sport. Mais c'est vrai que le ministre des Sports a très peu de pouvoir par rapport au ministre du Budget. Donc c'est sûr, comme disait Fernand Sass, mon coprésident, il dit le ministre du Budget et devrait être aussi ministre des Sports. Si demain Emmanuel Macron vous appelle, vous dit « Est-ce que tu acceptes d'être ministre des Sports ?» Non, merci. Oh non. Non, j'ai envie de vivre un peu tranquille. Ça fait 50 ans que je suis dans la médiatisation, dans les trucs. Les gens me connaissent, ils connaissent tout. La dernière fois, j'étais à l'aéroport à Orly. J'avais la casquette, j'avais le masque contre le Covid. Et il y a une personne qui s'est en face de moi, il dit « Comment ça va, monsieur Platini ?» Je dis « Comment vous faites pour me reconnaître ?» Ben, à vos yeux, il m'a dit. Et là, je suis resté mal, quoi. Et voilà, je crois que ma famille, moi, on a besoin d'un repos médiatique important. On a envie de vieillir tranquillement. J'ai décidé d'arrêter de ne pas me présenter à la FIFA. J'ai décidé de ne pas me présenter à l'UEFA. J'ai décidé de ne pas me présenter à la Fédération française de football. J'ai décidé de ne pas me présenter à la FIFPro. C'est des décisions que j'ai prises il y a longtemps, mais je voulais le dire la tête haute. Je ne voulais pas le dire sous le coup d'une inculpation, d'un truc bidon. Est-ce que ça veut dire que Michel Platini prend sa retraite? Non, j'ai toujours dit que s'il y avait quelque chose à faire d'intéressant pour le football, je le ferais, mais pas dans ces institutions. Ces institutions sont des mondes qui m'ont dérangé, qui m'ont pas plu ces dernières années, et j'ai pas envie de retourner dans ce monde-là. Mais s'il y a quelque chose de très positif pour le football, pour le jeu et pour les joueurs, j'essaierai de le faire. Vous avez eu plusieurs vies. Tout le monde se rappelle, je crois que c'est 87, quand vous dites je suis mort une fois. Est-ce Je suis mort une deuxième fois. Une deuxième fois. Alors, eh bien, il me reste une troisième. Ah ben alors, la troisième vie, c'est vraiment pas possible. Non, mais j'ai des projets, je vous ai dit, s'il y a quelque chose d'important que je dois faire pour le football, je mettrai tout en œuvre pour que ça soit bien. Et surtout dans le cadre pour les joueurs, surtout. Je crois que les joueurs dans le monde d'aujourd'hui de football ne font pas partie. Tous ces bureaucrates détestent les footballeurs. Ils les détestent. Ils sont jaloux, ils n'ont pas d'importance. Sur les photos, ils n'existent pas. Et donc, voilà. Mais s'il y a quelque chose à faire d'intéressant, je le ferai. Et j'ai des idées intéressantes. Michel Platini, 2015, vous étiez candidat à la présidence de la FIFA. Si vraiment on venait vous chercher en vous disant, voilà, il faut un joueur et il faut un grand nom à la tête de la FIFA, vous seriez tenté?
pas du tout. D'ailleurs, personne ne me le demandera. Et deuxièmement, non, c'est terminé. Et le foot français? Le foot français, c'est terminé, mais je regarde le match. Je vous ai dit, les footballeurs, les joueurs, le jeu, les clubs, c'est des choses que je regarde. C'est le football de tous les jours, c'est le football de base. C'est ce qui est aimé par les supporters. Et je serai toujours un supporter du football, mais pas un supporter de ces institutions. Si votre décision est vraiment ferme, ça a été dur à prendre de dire j'arrête? Non, c'est devenu petit à petit et normalement. Ça a été un Mais processus. j'ai tout fait, hein. J'ai été Ah oui, ça. vice-président de la fédération, j'ai été vice-président de la FIFA, j'étais président de l'UEFA, j'ai même été joueur de foot. Donc j'ai fait beaucoup de choses et sincèrement, ce monde-là m'intéresse plus. J'ai été déçu par ce monde-là. Mais si je vous dis, s'il y a quelque chose d'important à faire dans le cadre du football, je le ferai. Enfin, il y a eu une souffrance. Il y a eu une souffrance. Non, je ne peux pas dire qu'il y a une souffrance. Ça a été dur 15 jours, le temps de comprendre. Parce que tu comprends pas, quoi. Je vais te dire, tu prends un coup sur la tête. C'est ce qu'a même dit M. Blatter. Tu comprends pas. On t'accuse de tous les maux du monde. C'est pas facile à vivre toutes ces choses-là. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Et le but, c'était bien sûr de m'éliminer pendant 7 ans. Ça a été dit à la FIFA. De toute façon, on ne sait pas comment ça va se terminer. Mais pendant 7 ans, il ne reviendra plus. Il est mort professionnellement. Ils l'ont dit. Vous avez eu ce lapsus tout à l'heure. Vous avez dit ils m'ont tué. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une part de vous qui pense que oui, ils vous ont eu, si j'ose dire? Oui, absolument. Je l'ai dit en sortant du tribunal. De toute façon, ils ont gagné. Il y a 7 ans, je devais être le président de la FIFA. Aujourd'hui, on serait certainement pas à Cassis, ça va prendre le soleil, je serais peut-être dans les avions et tout ça à aller serrer des mains à des gens hypocrites. Mais non, voilà, bon, une chose c'était il y a 7 ans. Maintenant, j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai 67 ans, ça va quoi. J'ai plus envie de passer ma vie dans les avions et à fréquenter des gens qui m'aiment pas et que j'aime pas trop, quoi. Est-ce que vous irez à la Coupe au Qatar en novembre-décembre? Je pense pas, non. Pourquoi? Premièrement, je ne vois pas qui peut m'inviter. Et deuxièmement, je ne vois pas ce que j'irai faire. Non, je regarderai la télévision. Je regarderai sur TF1. Non, on ne peut pas penser que vous allez regarder la télévision, Michel Platini. Vous savez, je ne suis pas allé à l'Euro. J'ai pas été invité à la Coupe du Monde en Russie. Vladimir Poutine voulait m'inviter parce que j'avais voté pour la Russie, mais la FIFA a refusé qu'il m'invite. Oui. Ah oui, vous aviez l'invitation formelle de Poutine? J'ai su qu'il voulait m'inviter, mais que la FIFA n'a pas voulu. Il y a une colère contre eux? Non, non. Mais j'oublie pas. Qui payera la facture? Ça, c'est à la police, à la justice de le décider, de le savoir. C'est ce que je souhaite. Mais c'est dans un cadre pour protéger les gens. On ne peut pas laisser quelques personnes avoir leurs bras armés entre la commission d'éthique, la commission d'appel ou le tribunal arbitral du sport, une bande de copains qui se partagent tous ces pouvoirs et qui décident ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Et ce que j'ai vécu, c'est exactement ça. Et c'est là-dessus que je vais essayer de me battre. Moi, ça m'intéressera plus, mais il y en a d'autres qui sont pas contents, quoi. La partie adverse pourra tenter aussi de faire appel. Est-ce que vous êtes prêt à une bagarre judiciaire jusqu'au bout? Ça fait 7 ans que je suis dedans, alors ça ne me dérangera pas de continuer un peu, oui. Puis après appel, vous savez, ça a été net et clair et précis, hein, la décision du tribunal de Bellinzona. Vous avez vécu dans votre vie des étapes inouïes. Je relisais toute la période avec Agnelli. Gianni Agnelli, grand prince du sport italien, qui dit, il a cette formule célèbre, on a acheté Platini pour une miche de pain et il a mis du foie gras dessus, du caviar dessus. Voilà. C'est l'homme aussi qui a dit, on n'aura jamais plus grand que Platini. Je ne connaissais pas M. Agnelli quand je suis arrivé en Italie. Il m'a donné la liberté, il m'a donné le fait de jouer dans une merveilleuse équipe avec des compagnons merveilleux, la Juventus. Ensuite, ce que j'ai découvert de cet homme, c'est que plus les gens sont grands, plus ils sont simples. Donc c'était une personne magnifique. Moi, je lui ai donné une chose. Je pense que grâce à moi, grâce au but que j'ai marqué, grâce au fait d'avoir été meilleur buteur au Ballon d'Or à la Juventus, je pense qu'il a pu faire le barbeau en Italie en disant c'est moi qui faisais Platini, donc je m'y connais en football. Je crois que je lui ai donné cette satisfaction-là. Il y a ce moment où il vous propose de rester en Italie
Et vous dites non, vous rentrez en France. Il me propose de re-signer à la Juve, il me propose de travailler avec lui, et je dis non, je retourne au port. Vous êtes toujours revenu en France. Là, c'est le lendemain de 14 juillet, il y a encore les drapeaux de la fête. Il y a un côté très franco-français chez Platini. Hein. Je suis un Français du monde. Mais un Français. Ça vous distingue des nouvelles générations de joueurs qui sont un peu plus mondialisés. Vous êtes vraiment très Non, français. c'est pareil, mais je pense qu'ils sont Français du monde aussi. Je pense que les gens qui voyagent beaucoup aujourd'hui dans le monde, que ce soit des militaires, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des chercheurs qui vont travailler à gauche ou à droite, je pense qu'ils gardent leur fibre française, mais ils sont un Français du monde. Vous avez signé une Coupe du Monde 98 tellement exceptionnelle, alors par la réussite, mais aussi par l'organisation. Quand vous avez vu, alors c'est pas le même niveau, mais les incidents du Stade de France, ça vous a blessé? Oui, ça m'a blessé parce qu'on a un savoir-faire en France qui est important. Entre 98, 2016, l'Euro 2016, toutes les finales qu'on a fait à Paris, ça s'est toujours bien passé. Là, je pense qu'il y a une défaillance de l'UEFA parce que qui c'est qui organise? C'est l'UEFA. Donc on met les fautes un peu à tout le monde, mais l'organisateur, c'est l'UEFA. Après, la police, elle est là pour régler les problèmes. Mais c'est l'UEFA qui doit dicter les choses. Et là, je pense que l'UEFA a fait une grosse erreur. Quand on pense aux événements prochains, on se dit il faut surtout pas que ça se reproduise. Quelle est la leçon? Ça se reproduira pas, ça se reproduira pas. Il suffit de bien l'organiser, c'est pas un gros problème. J'ai organisé ça, j'ai organisé 2016, même si je suis pas allé voir les matchs parce qu'on m'a suspendu avant. Mais je pense que la France organisera très bien les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de rugby. Il n'y a aucun souci là-dessus. La Coupe du Monde, Qatar, novembre-décembre, plus de 3 milliards de téléspectateurs. Qu'est-ce que ce sera comme étape dans le foot mondial, d'après vous? Écoutez, le Qatar avait pour moi deux avantages. C'est pour ça que j'ai voté pour eux, même si tout le monde pense qu'on m'a payé pour voter pour eux. Mais bon, ils peuvent chercher et ils trouveront rien. Le premier, c'est que moi, quand je vote pour les pays, je vote pour le développement du football dans ces contrées-là. Donc c'est la première fois que le monde arabe a la Coupe du Monde. Ils l'ont jamais eu, première fois. Ils ont perdu 6 fois avec le Maroc, 3 fois avec l'Égypte. Et ça, vous le revendiquez complètement? Ah oui, je le revendique complètement. La deuxième chose, ce qui va être pour la première fois et la dernière fois exceptionnel pour un amoureux du football, c'est qu'il pourra faire 3 matchs par jour. 3 matchs par jour. Parce que les stades sont à 50 km l'un de l'autre au plus, avec des métros qui relient les stades. Donc pour la première fois, la dernière fois, ils pourront faire 3 matchs par jour. Et en 2 jours, 6 matchs. C'est-à-dire que c'est comme s'ils allaient, comme je l'ai dit, c'est comme s'ils allaient à Disneyland. Il n'y a pas qu'un seul manège, il y en a des dizaines de manèges. Et ils vont pouvoir vivre là leur passion du football, ce qu'ils ne vivront plus jamais. Donc pour vous, ce sera une fête. Ce sera une fête réussie. Ça doit l'être. Je sais pas. Ça, c'est pour la raison pour laquelle j'ai voté pour le Qatar. Maintenant, comment ils l'ont fait la FIFA, comment ils l'ont fait les Qataris, je ne sais pas du tout. Je m'en suis pas occupé. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux, ils sont nombreux, qui disent, mais quand même, alors c'est pas le seul pays éloigné de la démocratie, mais ils sont quand même très loin de la démocratie libérale. C'est un problème. Oui, mais il y a une différence entre les gouvernants et le peuple. C'est comme les Jeux Olympiques en Chine. Pourquoi les gens du peuple ne pourraient pas recevoir la Coupe du Monde et se passionner pour une Coupe du Monde? Pourquoi en Chine, les gens ne pourraient pas recevoir les Jeux Olympiques? Et puis ils ont qu'à y aller et puis dire qu'ils sont pas contents. C'est un moyen aussi de s'exprimer. Quand il y a cette espèce de rigorisme islamiste, ça vous choque? Ça, c'est des choses qui sont de leur génération pour des depuis des milliers d'années. Maintenant, après, là, on parle de football. Si les gens, des gens, ils aiment bien le football, ils aiment bien le football. Ou sinon, je ne sais pas où on irait, sincèrement. On ferait la Coupe du Monde. Il y a des progrès possibles, on pense notamment à ces travailleurs pauvres dans ces pays-là qui sont pas loin d'être des esclaves dans certains cas. Est-ce que le foot peut changer les choses? Darius, ça c'est un problème de l'organisation de la FIFA depuis 7 ans, ils avaient qu'à faire les choses correctement. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont fait les championnats du monde de handball, ils ont fait les championnats du monde de cyclisme, ils ont fait d'autres championnats du monde. Il y a plein de championnats du monde qui se passent au Qatar. Il y a le championnat du monde d'athlétisme. Donc il y a forcément, il y a eu des choses. Pourquoi à chaque fois que c'est le football, on a les droits de l'homme, on a tout ça? Pourquoi? Parce que c'est très populaire le football et ça intéresse tout le monde. Cette Coupe du Qatar, beaucoup pensent que ça a été une sorte de péché originel, la cause de beaucoup de problèmes. Alors d'emmerdement en bon français pour vous, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand Barack Obama dit que ça a été une mauvaise décision? Est-ce qu'il y a eu une sorte de rage américaine de voir que la Coupe allait au Qatar? Oui, je pense, puisque par la suite est arrivé le FIFA Gate. Le FBI a fait des enquêtes dans lesquelles il y a 0 ligne sur moi, je voudrais le signaler en passant. Et donc, ils ont cherché des choses. Mais les Américains, à un certain moment, ils voulaient s'approprier le football, le sport mondial.
Le sport, c'est politique, c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup de pouvoir. Et les Américains ont voulu se l'approprier. Une grande partie de ce qui se passe maintenant est liée à ça. Est-ce qu'il y a eu cette attitude typiquement américaine d'habiller de vertu des intérêts? Bah, d'ailleurs, ils ont la prochaine Coupe du Monde. Donc ça a marché en partie. Ça a marché, oui. Oui. En France, vous avez été placé en garde à vue dans l'enquête sur le Qatar. Vous avez toujours maintenu votre version. Vous êtes reçu par Nicolas Sarkozy, il y a le représentant du Qatar, et puis vous assumez entièrement le fait que vous allez voter pour le Qatar. Il n'y a aucun pacte de corruption, je n'ai pas touché un centime. Mais après, si les juges ont de la suspicion, mais en gros, ils ne me cherchent pas moi, ils cherchent quelqu'un d'autre. Qui est-ce qui cherche? Bah, l'ancien président. Tout le monde le sait. Mais après, s'ils peuvent me trouver, ils me trouveront, mais il n'y a rien, ils peuvent chercher toute leur vie. Est-ce que l'argent, en dehors de toute affaire précise, et en dehors de ce qui vous concerne, mais est-ce que l'argent du Qatar est un problème? Ce côté, on peut acheter plein de gens, on peut acheter les clubs, on peut acheter... On peut le penser. Ouais. On peut le penser. Il y a trop là. On peut penser que des gens qui votent le Qatar ne votent pas dans le cadre du développement du monde arabe du football, mais ils peuvent voter dans le cadre qu'ils ont pris une commission occulte. Tout le monde peut le penser. Et je pense que les juges et les policiers en France ont pu le penser à mon sujet. Est-ce que ça en vient au point où ça crée un déséquilibre dans le monde du foot, cette espèce de richesse du Qatar où ils sont C'est prêts? Larry Bosman qui a créé le déséquilibre dans le foot. Aujourd'hui, n'importe quel pays ou grand oligarque peut acheter tous les joueurs qu'il veut dans la même équipe. Ça date de 1992. Et je pense que la loi était très mauvaise. Aujourd'hui, un État peut acheter tous les meilleurs joueurs. C'est ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai essayé de mettre des règles, mais je crois qu'elles sont maintenant... tout le monde s'en fout, mais bon, c'est leur problème, j'y suis plus dedans. Où est-ce qu'on arrête le curseur? Un Sepp Blatter avoue avec une certaine franchise, il dit par exemple la petite fédération africaine qui vote pour tel président parce qu'on lui paye un terrain synthétique, avec ce côté un peu caïd à l'ancienne, il assume ça. Oui. Où s'arrête le curseur? Parce que tout ne peut pas fonctionner comme ça, on sent bien que le monde... Tout fonctionne comme ça, malheureusement. Encore maintenant? Je pense, oui. Je pense. Il y a... c'est ce que je vous ai dit au début. Il y a... La Coupe du Monde amène beaucoup d'argent, ou comme les Coupes d'Europe à l'UEFA, et c'est les bureaucrates de Zurich qui donnent l'argent à toutes les associations et qui sont reçus comme des rois quand ils se déplacent. Quand vous allez donner 100 000 euros pour un terrain synthétique ou pour le développement du football féminin, vous êtes reçus avec le tapis rouge, hein, parce que c'est énormément d'argent. Et si on voulait assainir ça, est-ce qu'on peut d'abord? Est-ce que c'est faisable? Oui. Mais vous n'avez pas l'air super convaincu. Oui, mais derrière chaque assainissement, il y a des hommes. Est-ce qu'on peut changer les hommes? Enfin, une partie des hommes. Bon, les plus cyniques vous diront, c'est privé, les gens payent pour ça, ça marche comme ça. Hein. Il y a des voix cyniques. Mais oui. Enfin, on sent bien que c'est pas tenable à terme. C'est le but de la FIFA de donner l'argent qu'elle a gagné. Voilà. Et donc elle redonne l'argent. Mais peut-être qu'il y a des contreparties électorales. Après, c'est question d'honnêteté intellectuelle de la personne. Vous, on a essayé de vous acheter dans votre carrière? Jamais. Jamais, parce que je suis inachetable. 2015, vous êtes candidat à la présidence de la FIFA. Effacer 7 ans, reprendre ce fil-là, c'est définitivement non. C'est non. Il y a eu une magie Platini qui était unique. Qui aujourd'hui s'approche de donner ce genre d'émotion dans les footballeurs de maintenant? Je n'ai pas le monopole de l'émotion dans le football. Je pense que n'importe quel footballeur qui fait un bon contrôle ou une belle passe ou qui marque un beau but donne des émotions à tous ceux qui aiment le football. Aujourd'hui, il y a des joueurs comme Messi, Ronaldo qui sont un peu à la fin de leur parcours et qui essayent de faire des bonnes choses. Et puis il y a des Kylian Mbappé qui arrivent et qui vont donner des belles émotions pendant des années. Aujourd'hui, vous retrouvez cette fraîcheur-là, vous arrivez à 67 ans à retrouver cette fraîcheur-là? Je pense que c'est parce que c'est quand on n'est pas dedans qu'on retrouve de la fraîcheur. C'est quand on n'est pas dedans qu'on se rend compte de ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on n'a pas fait. Parce que quand on est dedans, on est trop dedans, on règle les petits problèmes qui sont inutiles, on ne prend pas du recul suffisant. Et moi, depuis 7 ans, Darius, j'ai eu le temps de prendre du recul. Ouais. Le phénomène Mbappé, c'est-à-dire pas seulement le terrain, mais l'intelligence. Dans chaque interview, il y a une intelligence de Mbappé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on ne devient pas un Mbappé, un Ronaldo, un Messi si on n'a pas une forme d'intelligence différente et forte. Et après, Kylian va être très certainement le joueur, si tout se passe bien, hein, le joueur de la prochaine décennie. La vie est longue, hein, même pour un footballeur, elle est plus courte que dans d'autres métiers, mais Zidane,
Est-ce qu'il n'y a pas un gâchis maintenant que Zidane attend de... Est-ce que c'est pas urgent de trouver un... Non, mais vous savez, je pense que lui, il a été entraîneur d'un club comme le Real Madrid. C'est bien de temps en temps de faire un break et de réfléchir sur ces choses et de savoir vers où il veut s'orienter dans l'avenir. Je pense que c'est fondamental. Et il l'a fait, il a toujours fait très intelligemment. J'ai été très surpris de son degré d'investissement au Real Madrid, de sa façon de communiquer, qui était très bonne. Pour une personne introvertie comme lui, je ne m'attendais pas beaucoup à ça. Et il m'a épaté. Et je pense que il sera... Je l'espère, je le souhaite, le prochain entraîneur de l'équipe de France, quand Didier Deschamps décidera d'arrêter. Et vous? Ah ouais, c'est terminé tout ça. Tout est terminé. Hein. Oui. Non, pas tout. Il y a des choses importantes à faire, mais plus liées à mon âge. Vous êtes ici dans ce lieu des Roches Blanches, paysage magnifique. Comment c'est la vie de Platini aujourd'hui? Jusqu'il y a quelques jours, elle était très occupée par les nombreux coups de téléphone avec mes avocats. Hein. Et puis là, ça se calme. Et puis, étant donné que c'est une région très sympathique pour le tourisme, j'ai beaucoup d'amis touristes qui viennent me voir et passent un petit moment avec moi. Vous jouez au foot? Je joue au foot avec mes petits-enfants. Et alors, comment ça se passe? Ils vont trop vite pour moi. Combien de buts dans la vie de Platini? J'ai qu'un but, de donner du bonheur à ma famille, à mes amis. Vous citez beaucoup la famille, les amis, C'est cette année, ça a quand même changé beaucoup, on a l'impression de ce point de vue-là. Vous êtes... Ça n'a rien changé du regard de ma famille, mais leur degré de souffrance a beaucoup changé. Eux ont souffert? Oui. Plus que vous? Oui. C'est plutôt une souffrance passive. Ils ne peuvent rien faire. Tandis que moi, j'ai essayé de me battre. Et quand on se bat et qu'on est sûr de soi, il n'y a pas de souci. Michel Platini, il y a plein de gens qui vont essayer de vous convaincre, de vous appeler, de vous dire allez Michel, de vous faire des propositions, des projets. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans les... Vous avez sans arrêt des témoignages. Je voyais chaque fois qu'on fait une interview de vous, il y a les gens qui vous arrêtent, qui veulent... C'est ça qui me touche le plus. Les gens, ça fait 50 ans que je suis dans leur vie. Enfin, ceux qui s'intéressent au football, ça fait 50 ans que je suis dans les journaux. J'ai commencé dans les journaux à l'âge de 17 ans, j'en ai 67, 50 ans. Donc les gens me connaissent, ils savent comment je suis, ils ont regardé, ils ont étudié, ils ont vu comment j'étais. Je peux pas les tromper, ils me connaissent trop bien, ils savent que tout ça c'était un montage. Et pouvez vous renseigner, dans les gens, dans la rue et tout ça, ils n'ont jamais cru à cette histoire. Et je leur remercie. Et ça, c'est ma grande victoire. C'est que j'ai réussi à donner aux gens des émotions et puis ils croient en moi. Et voilà. L'argent, c'est le meilleur et le pire. Hein. Ça peut donner le meilleur et le pire, l'argent. Est-ce que vous avez été trop léger? Parfois, il y a cet échange où on dit, je crois que c'est Blatter qui vous dit, je sais pas combien, 1 million, puis vous dites quoi, des pesettes, des francs, etc. Ouais, j'aime bien déconner. Voilà, vous aimez bien déconner. Mais est-ce que parfois ça a été trop léger alors qu'on est dans un monde... Mais non, c'est bien, mais après c'est repris par des gens d'une autre façon. Ceux qui vous veulent du mal leur prendront comme ils veulent. Il y aura toujours quelque chose. Ils ont cherché à la FIFA pour me tuer, ils ont cherché sur plein de trucs. Si ça n'avait pas été cette facture qui est sortie 5 ans après, ils auraient trouvé quelque chose. Peut-être que j'avais une cravate bleue à la place d'une cravate rouge. Ils auraient trouvé quelque chose, Darius. Parce qu'ils voulaient absolument pas que je vienne. Les fameuses platocheries. Hein, il y a des sites entiers, il faut aller voir les listes des platocheries. C'est vrai. Oui. La différence entre Platoche et Platini, c'est quoi? Vous savez, quand vous dites des choses pendant 50 ans, il vous arrive de dire des bêtises. Hein. Donc, voilà. Mais bon... je pense pas que... Bon, après, ça fait peut-être partie du personnage. Ben voilà, j'assume. Il n'y a jamais rien de méchant. Hein. Vous pouvez pardonner? C'est une partie des commandements que ma maman m'a pas appris. Merci Michel Platini. Je vous en prie.